La question centrale aujourd'hui, au niveau mondial et au niveau de chacun des pays, et la France et l'Europe en particulier, c'est qu'est-ce qui se passe sur la croissance et où va la croissance? La croissance est faible, elle diminue continuellement, on le voit après la crise financière, au niveau français bien sûr, mais aussi au niveau international. Et là, le diagnostic est le point de tension le plus grand parce que c'est ce qui conditionne toutes les politiques économiques. Et c'est assez important de voir que la question du budget de l'État, la question de la politique monétaire, est-ce qu'il faut créer de la monnaie? Et aujourd'hui, on envisage des politiques assez extraordinaires qui sont débattues, comme imprimer des billets et les donner aux individus. Et la question même des réformes du marché du travail, toutes ces questions sont au fond conditionnées au diagnostic que l'on fait aujourd'hui sur quel est le problème de la faible croissance. Et il y a deux écoles. Une première école qui dit la faible croissance, c'est le résultat de deux choses, de fait. Un épuisement du progrès technique. La version un peu plus subtile, c'est de dire qu'il y a du progrès technique, certes dans le numérique, mais ce progrès technique se transforme en augmentation du niveau de vie, de la qualité, et non pas en croissance chiffrée du PIB, et donc pas en recette fiscale de l'État. Donc il y a une première thématique qui dit, au fond, la croissance, quelque part, au sens standard, au sens de la croissance du PIB, de la richesse produite, c'est un peu fini, c'est derrière nous. Et quelque part, finalement, la croissance de 2006, 2007, 2008, c'est ça qui était un peu aberrant, et c'était financé par une bulle du crédit. Donc finalement, on est dans un régime de croissance très faible, et donc il faut adapter toutes les économies à cette croissance faible en termes de les recettes de l'État seront donc faibles, et donc il faut ajuster l'État, la taille de l'État-providence, etc., etc. Il faut se réadapter à un monde de croissance faible. Option 1, finalement c'est un problème du progrès technique de l'offre. Option 2, et c'est très intéressant, et le débat, il faut noter, vient plutôt des États-Unis que de la France. C'est qu'au fond, cette faible croissance, c'est lié à un choc inédit qui a été la crise financière, qui fait qu'aujourd'hui, pendant plusieurs années, les entreprises, les ménages ont arrêté de consommer. On est rentré dans un processus de chute de l'inflation, de déflation. Les taux d'intérêt sont tombés à zéro, des taux d'intérêt décidés par la Banque centrale. S'ils sont à zéro, ça veut dire que la Banque centrale devient relativement impuissante. Donc on a perdu quelque part l'outil monétaire pour relancer l'économie. On ne peut pas vraiment utiliser l'outil budgétaire parce que les dettes publiques sont peut-être élevées, et il y a un débat là-dessus. Et donc finalement, on est dans un monde où de faibles demandes, et il n'y a pas les carnets de commandes, donc l'emploi est faible. Comme l'emploi est faible, les ménages font de l'épargne de précaution. Comme ils font de l'épargne de précaution, la demande est faible. Et donc on est dans un équilibre de trappe à sous-croissance qui est lié au fait qu'on n'arrive pas à relancer la machine économique. Et vous voyez, le diagnostic est tout autre. Il faut relancer la machine avec des politiques d'investissement, avec des politiques de relance monétaire, ce que je disais, peut-être imprimer des billets et les donner aux gens. Et donc il faut absolument relancer la demande. Ce débat américain, du côté demande, du côté très keynésien, on peut dire, est porté par Larry Summers en particulier, et d'autres qui développent des modèles. Et le débat côté offre, il est typiquement porté par des gens qui ont maintenu cette position depuis longtemps, comme Robert Gordon. Ce débat, c'est un vieux débat de la pensée économique. Il a évolué, mais quelque part, il y a toujours deux camps, comme je viens de le dire. Peut-être parce que le débat veut qu'il y ait toujours deux côtés pour débattre, donc il y a peut-être un processus de simplification des positions qui amène à avoir deux camps. Mais il a changé quelque peu dans les années récentes. Au fond, la question centrale du keynésianisme est toujours d'actualité, plus que jamais. C'est est-ce que les économies de marché sont stables ou pas? Si elles sont instables, l'État doit intervenir avec des processus de régulation, avec des réglementations pour stabiliser l'économie de marché qui est instable. Ou est-ce que l'économie de marché est intrinsèquement efficiente et donc l'intervention de l'État déstabilise le marché? Pour simplifier, voici les deux grandes façons de penser l'articulation entre le politique et l'économique, entre l'État et le marché. Les choses ont un peu évolué avec la crise actuelle. Mais disons que l'état du diagnostic, est-ce qu'il faut adapter l'État et le système de protection sociale à une croissance faible, ou est-ce qu'il faut utiliser les leviers de la puissance publique et la politique monétaire pour relancer l'économie, reste d'actualité. Ça, c'est au niveau des conséquences de politique économique. Au niveau de la pensée économique, pourquoi on serait dans un monde ou dans l'autre? C'est quoi, au fond, qui ferait que l'État devrait intervenir ou l'État ne devrait pas intervenir? Et au fond, c'est est-ce que les marchés fonctionnent bien ou pas?
Mais ça veut dire quoi bien? L'idée, c'est est-ce que finalement les prix sont très très flexibles et donc les marchés s'ajustent en permanence à la rareté des facteurs, ou est-ce que les prix sont rigides et donc ça crée des mécanismes de chômage, de demande peu présente du fait des rigidités de prix qui empêchent les marchés de s'équilibrer et l'État serait légitime pour aider l'économie à retrouver le sentier de la croissance et du plein emploi. Donc l'actualité des débats, c'est plutôt sur l'intensité, je dirais, des rigidités de prix. On appelle ça rigidité par rapport à un monde de prix flexible, mais quelque part, c'est qu'est-ce que les marchés au niveau microéconomique fonctionnent bien ou pas. Ça reste déterminant, et c'est ça qui fait penser si c'est ce qu'on est du côté plutôt de problème d'offre ou plutôt du côté de problème de demande. Les politiques envisageables sont typiquement 3 types de politiques. Les politiques de demande, les politiques fiscales, qui peuvent être diverses et variées. Ça peut être baisser les impôts ou demander à l'État d'investir dans l'économie pour relancer la machine. Des politiques monétaires, autres politiques de demande. Ça, c'est 2 leviers de demande, monétaire et fiscale. Il y a d'autres politiques de demande, mais c'est 2 grands piliers de l'action publique traditionnellement. Et il y a un 3e type de réformes, qui sont les réformes structurelles, qui est un grand paquet, qui est grosso modo changer assez en profondeur le fonctionnement de certains marchés, par exemple les marchés des biens, en augmentant la concurrence, les marchés du travail, en modifiant des réglementations du marché du travail, et peut-être les marchés financiers en modifiant la réglementation financière, l'accès au crédit. Donc des politiques plus structurelles qui visent à augmenter la demande. Voilà les 3 types de politiques. Eh bien, le débat, vous l'avez compris, c'est que on a une crise importante, la plus grande depuis la crise de 29. On est dans un monde où la croissance affaiblit durablement, où on est plutôt proche de la déflation, d'une baisse continue des prix, plutôt qu'une surinflation. Donc plutôt d'un scénario à la japonaise, puisque c'est à peu près ce qui s'est passé au Japon après les années 90, explosion du mule immobilière, puis entrée dans une déflation dont le pays a eu du mal à sortir. Donc la question, est-ce qu'on est encore une fois en scénario plutôt une japonification du monde ou un problème d'offre? Et vous voyez que les débats sont très différents. Si on a des problèmes d'offre, il faut augmenter la croissance et la croissance potentielle, l'efficacité, les niveaux de qualification. Et suivant les orientations politiques, il peut y avoir des orientations concrètes sur ces réformes structurelles, mais on voit le chemin. Si c'est un problème de demande, encore une fois, les débats en cours, c'est que si on cherche à augmenter la productivité, la croissance à court terme, alors qu'on a un problème de demande, ça peut être contre-productif. Si jamais il y a une demande donnée et qu'on est plus productif, ça veut dire qu'il y aura moins de travailleurs qui vont produire la même quantité. C'est ce qu'on appelle l'augmentation de la productivité. Donc, quelque part, l'effet sera plutôt une augmentation du chômage à court terme et donc une diminution de la demande. Par contre, bien sûr, si on a un problème de demande qui est mineur et que le problème principal, c'est la croissance, il faut investir à court terme sur la croissance. Donc, le débat, une fois que j'ai fait ces visions très opposées, on sent qu'il y a un peu des deux, quelque part. C'est comment gérer le temps. Si c'est un problème de demande, il faut investir à court terme pour relancer la machine économique. Et en même temps, il faut investir dans la croissance. Et ça, c'est à long terme, à 5-10 ans. Donc, c'est comment articuler le court terme et le long terme. Le court terme, relancer la machine, il n'y a plus l'outil monétaire. Les taux d'intérêt sont à 0, on ne peut pas les descendre. Techniquement, je dirais. On a fait un quantitative easing, on a imprimé de la monnaie, mais ça ne marche pas très bien. L'inflation reste faible, on n'arrive pas à relancer l'inflation pour qu'elle atteigne des niveaux raisonnables. On pourrait faire autre chose en termes de politique monétaire, comme je disais, imprimer des billets et les donner aux gens. Donc, mais on ne sait pas trop comment gérer l'inflation. Donc il reste l'outil budgétaire. Peut-être c'est le moment où l'État devrait investir, puisque plus personne n'investit, l'État devrait investir pour permettre à l'économie de croître, pour investir dans les générations futures et, par exemple, permettre la transition écologique. Donc on perçoit bien des opportunités d'investissement public, donc ça peut être le moment. La difficulté, bien sûr, c'est qu'on est dans un monde où les dettes publiques sont historiquement élevées dans tous les pays du monde. Donc la question, c'est, avec des dettes publiques aussi élevées, comment faire de sorte de relancer la machine pour permettre de relancer la demande à court terme et de baisser le chômage dans les pays où un chômage est élevé et d'utiliser au mieux l'outil monétaire. Donc les débats, c'est comment relancer l'investissement et à quel point on peut relancer l'investissement public aujourd'hui pour aider le fonctionnement de l'économie et quels pays doivent le faire. Est-ce qu'il faut aller vers 110% de dette publique comme aux États-Unis qui ont mené une politique très keynésienne
d'augmentation très importante de la dette publique dans la crise? Ou est-ce qu'il faut essayer de réduire cette dette publique et trouver d'autres moteurs? Le débat, il est là.